Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 427 du podcast Touchdown Actuel Mattei. Toujours très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. Je dis cette semaine alors qu'on ne s'est pas vu depuis quand même un petit moment. À mes côtés cette semaine, c'est pas un petit nouveau parce qu'on l'a déjà entendu, mais on peut le dire, c'est un spoil. Il intègre la team TDA podcast à plein temps. Il va rentrer dans les rotations, notamment la saison prochaine. Lucas Vola est avec nous. Bonjour Lucas. Ravi d'être avec vous. Bonjour tout le monde, j'ai passé le cut des 53 apparemment. C'est ça, exactement. Lucas, donc, que vous entendez aussi dans le Micro-ondes podcast, qui est un expert de la cuisine et de Top Chef. Raphaël Masmejean est également avec nous. Bonjour Raphaël. Salut à tous les deux, salut à tous. Petite coulisse, Raphaël, qu'on ne voit pas dans notre visio, donc il lève la petite main jaune sur les conversations pour qu'on puisse le voir. Mais on imagine que sa chevelure est toujours aussi arrogante et qu'il est toujours autant en chemise, plus que jamais. D'ailleurs, là, il doit faire très beau, Raphaël, pour toi. Ah bah écoute, là, il y a une pluie de fin de journée un peu chaude, tu vois. Quoi ? Ouais. Vive bon. Paris. Mais, ouais, bah, du coup, oui, en plus, c'est des pluies acides, non ? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, la pollution retombe sur nous. Et... Les pluies noires. Raphaël, Lucas, nous sommes réunis ce jour pour parler du top 50 TDA parce que oui, nous avons décidé de vous proposer non pas une, mais 3 émissions surprises. D'habitude, il n'y a jamais d'émission TDA au mois de juin, il faut quand même le dire. Donc, nous sommes là pour parler du top 50 parce qu'il a beaucoup fait parler. Alors, on s'est dit, pourquoi pas nous, pourquoi pas le débriefer ? C'est aussi la possibilité en audio de pouvoir expliquer aussi un petit peu certains choix, de pouvoir relativiser aussi d'autres choix. Ceux qui ont fait débat, les sous-cotés, les surcotés, ceux qui sont à leur place. Dans cette première émission, on va parler des positions 50 à 31. Dans l'émission suivante, ce sera de 30 à 11. On fait 20 et 20. Et puis le top 10 pour finir sur la 3e émission. On vous invite évidemment à aller jeter un œil à toutes les fiches top 50. On remercie toute la rédaction de l'équipe TDA qui rédige tout ça. Premier jingle et on débat de tout ça. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast. Alors messieurs, on ne va pas y couper parce qu'on essuie les plâtres un peu de ces podcasts top 50, donc vous n'allez pas couper aux questions un peu générales. La première étant, est-il si infamant d'être 50e ou 49e dans le top d'une ligue qui compte, je les ai comptés précisément, 1696 joueurs employés dans les effectifs au cours de la saison. Ça veut dire que quand il n'y en a que 53 par équipe, donc, vous pouvez aller sur un 2000-2500 quasiment pendant l'intersaison de joueurs NFL. Est-ce que c'est si infamant que ça ? Est-ce que c'est un manque de respect ? Est-ce que c'est l'horreur si on est 48e ? Lucas. Non. En fait, tout dépend de qui on parle. On peut le nommer. Alors, on va y venir. Mais non, d'accord, mais vraiment, ma question était générale sur le début. C'est que c'est une remarque qu'on nous a souvent faite et qu'on va souvent nous faire au fil des semaines où ce classement est dévoilé. C'est de dire, oui, vous ne l'avez pas respecté, il est 43e ou 42e ou 48e ou 32e. On parle quand même déjà de la crème de la crème de la crème de la NFL. C'est 50 sur 1700, quoi. Ouais, c'est sûr que tous les joueurs, et je regardais le classement tout à l'heure, tous les joueurs dont on va parler ou dont on a pu faire une fiche, ce sera des joueurs incroyables à leur poste qui seront parmi les meilleurs, forcément. Comme tu dis, 50 meilleurs joueurs parmi des centaines, voire des milliers de joueurs, c'est incroyable. Après, c'est vrai que tout dépend du joueur et certains qui sont à des postes un peu particuliers, certains aimeraient les voir plus haut. Mais après, c'est vrai que si on prend de manière factuelle uniquement les 50 meilleurs joueurs, à partir du moment où le joueur est cité et qu'il est parmi les 50 meilleurs joueurs de la ligue, c'est vrai que ça reste déjà très bien pour le joueur. Après, bon, on en parlera un peu plus tard, plus nommément.
Et Raphaël, ça a bien aussi à dire, on en a oublié, entre guillemets, quelques-uns, mais il y a des mecs qui auraient fini 53, 54, 55e. Bon, encore une fois, c'est pas dramatique. Non, non, c'est pas dramatique. En plus, c'est toujours pareil. C'est un classement qu'on fait comme ça à un instant T. Moi, je l'ai déjà dit avec certains de nos auditeurs, lecteurs sur les réseaux sociaux. Je pense que si on me demande de refaire le classement une semaine après, il y aurait peut-être eu des changements parce que sur l'instant T, tu vois comme ça. Et après, il y a des joueurs, on va pas se mentir, hein, aussi sur 1600 joueurs, il y a des mecs à un moment que tu oublies de Mm. placer. Et en moment, quand tu regardes ton top 50, tu fais, ah bah oui, lui, peut-être j'aurais pu lui donner une petite place un peu plus importante malgré tout. Donc forcément, ça influe sur un classement. Il y a pas mort d'homme. C'est pas manquer de respect, comme vous l'avez dit, hein, sur une cinquantaine de... Être dans les 50 premiers, si on fait en résumant très très vite, mais avec 11-12 postes en NFL sur le terrain, 11-12 positions, ça veut dire que si tu es dans le 50, tu es dans le top 4-5 à ta position, Mm. même si on a quelques positions un peu plus représentées que d'autres, mais enfin, ouais, oui, clairement, faut pas chipoter non plus, quoi. On va rappeler la méthodologie. On remercie Victor Roulier, le grand architecte du fichier Excel de cette réalisation, parce qu'il a quand même fait un truc assez délirant. Je ne sais toujours pas comment il a fait. Il avait une liste Excel avec tous les joueurs de la ligue. Il les avait tous mis. Et quand on tapait 3 lettres dans le fichier Excel, ça faisait apparaître le nom du joueur correspondant, quoi. Enfin, c'était un délire incroyable. Les membres de la rédaction donc, ont tous reçu le lien vers ce fichier. Ils pouvaient faire leur top 50. Et à la fin, la feuille magique de Victor compilait tous ces résultats avec des points pour faire un classement définitif. J'ai plus exactement le nombre de votants, mais voilà, on a une quarantaine de personnes dans la rédaction au moment où on l'a envoyé. On va dire qu'il y a peut-être la moitié qui ont eu le temps de remplir le questionnaire. Et ça donne un top 50. Là où il faut rappeler aussi, c'est que la question, elle est volontairement large et ouverte. Quand on dit c'est un top 50, on l'envoie, et je vous envoie le mail à chaque fois en disant qui vous voulez dans votre équipe pour démarrer la saison à venir. Vous l'interprétez comment quand vous le faites? Est-ce que vous prenez le mec à l'instant T? Moi, je vais vous le dire, par exemple, je me dis, une fenêtre NFL, c'est 3 ans, donc je réagis par rapport à ça. Et du coup, ça va modérer un petit peu en fonction de l'âge pour certains. C'est vrai Ouais. que, ouais, Ah. ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Alain. C'est plutôt difficile de se dire uniquement pour une saison. C'est vrai qu'on pourrait l'imaginer comme ça uniquement sur une saison, mais après, ça serait trop de fiction, même si bon, on va clairement pas créer une équipe NFL, mais c'est vrai qu'on est obligé de prendre en compte le paramètre un petit peu de durée et donc du coup un petit peu d'âge, même si il ne faut pas non plus que ça soit le paramètre principal parce que sinon c'est vrai que ça fausserait beaucoup de choses et il y aurait beaucoup de prospects plutôt des paris, quoi. Hmm. Raphaël, toi, tu es plutôt une année ou construction long terme ou un mix des deux? Non, un peu dans les deux, une fenêtre de tir, comme tu dis, sur 2-3 ans, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, demain, je peux construire mon équipe de A à Z. Quel est le premier nom que je mets sur le papier? Bon, bah, c'était mon numéro 1. Quel est le C'est ça. deuxième? Et indépendamment, et personnellement, c'était mon deuxième, était indépendamment du premier que j'avais choisi. C'est si jamais dans le cas où je pouvais pas prendre le premier que je voulais, quel était le deuxième que j'aurais voulu avoir? Et Hmm. ainsi de suite, ainsi de suite. Après, je pense qu'on a chacun essayé d'un peu représenter tous les postes, un peu toutes les équipes. Donc voilà, ça donne un certain mélange. Mais oui, et du coup, forcément, tu prends à l'instant T au moment de ce choix-là. Ce joueur-là, bah, je le prends un peu plus que l'autre parce que il est en plein prime, et que ou alors je me dis il a encore un potentiel de progression alors que ce Hmm. joueur-là a l'air d'être plus sur le déclin, donc je vais le faire passer devant, effectivement. Ça situe bien à peu près vers ce vers quoi on va. On va commencer avec le premier débat parce que forcément, c'est celui qui a fait le plus parler. Il était 49e. J'ai dit 48e tout à l'heure. Tu vois, je ne parlais pas de lui tout de suite. 49e de notre classement, c'est Lamar Jackson, le MVP 2019. Est-ce qu'il est scandaleusement méprisé? Est-ce que c'est une horreur? Est-ce qu'on n'a rien compris au football américain? D'ailleurs, je vais commencer peut-être par vous demander où vous l'aviez dans votre classement, Lucas. Alors, moi, je n'ai pas fait de classement, je fais partie de ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire. Donc, je ne peux pas te donner une position précise, mais j'y ai réfléchi et je l'aurais mis plus haut, voire bien plus haut que 49e. Maintenant, c'est pas, pour répondre à ta question, c'est pas infamant, c'est pas un manque de respect ultime, mais on en parlait tout à l'heure.
quand on est 49e, c'est bien. Quand on a été MVP d'une saison NFL, c'est-à-dire qu'on a été le meilleur joueur, après, quoi qu'on en dise, qu'on a été le meilleur joueur sur une saison donnée par rapport à tous les joueurs qu'il y a, c'est vrai que je trouve dur de se retrouver l'année d'après, ou du moins un an et une saison après, 49e sur un top 50. Je ne l'aurais peut-être pas mis dans le top 10 pour être un peu plus précis, mais je l'aurais mis plus haut que 49e. Raphaël, on va se passer les blagues. Il est derrière Nick Chubb, est-ce que c'est un moins bon coureur, etc. etc. Mais Lamar Jackson, 49e, toi, tu l'avais où? Alors, je l'avais 45e. T'es dans la fenêtre. Posteriori, après avoir rendu mon tableau, je m'étais dit que c'était un peu bas, qu'objectivement, je le mettrais un peu plus haut. Après, voilà, pour dévoiler un peu les coulisses, moi, dans mon classement, c'est le 6e quarterback qui arrive. C'est vrai qu'il y a aussi un peu de ça, c'est qu'à un moment, je voulais pas accorder trop d'importance au poste de quarterback parce que sinon, en gros, j'ai un top 5 quarterback. Enfin, je veux dire, tu parles là-dessus avec un ou deux joueurs potentiellement qui auraient pu se mettre dans ce top 5. Mais donc, j'ai essayé d'espacer un peu aussi par position. Et donc, à partir du moment où Lamar Jackson était mon 6e quarterback, mais ce qui est déjà énorme, hein, je considère que c'est le 6e meilleur quarterback de la ligue. À partir de ce moment-là, j'ai essayé de le repositionner un peu en tant que numéro 6 à son poste où il mériterait d'être par rapport à d'autres postes moins représentés. Donc, c'est pour ça que je l'ai dans cette unité 40. Objectivement, je le verrai un peu plus haut. Mais comme tu dis, moi, ça me semble quand même pas infamant parce que les lecteurs découvriront au fur et à mesure. Mais il est quand même, ça le place parmi les tout meilleurs quarterbacks de la ligue, le fait qu'il soit à cette position-là. Alors oui, ça peut paraître un peu dur, comme Lucas l'a dit, pour un joueur qui a eu un MVP et qui, quoi qu'on en dise, fait gagner son équipe. Je veux dire, c'est sa 3e saison dans la ligue. Les Ravens vont tout le temps en playoff avec lui. Il passe un tour cette saison, alors que l'an dernier, il s'était cassé les dents dès le premier tour. Il y a une progression. Il n'a pas, faut lui rendre hommage dans le sens, il n'a pas la meilleure escouade de receveurs. Hein. Il y a quand même des quarterbacks qui font avec bien mieux que lui dans cette ligue. Je te vois hocher un peu de la tête, Alain, mais objectivement, il n'a pas Mike Evans et Chris Godwin en receveur. Non, c'est sûr. Tu vois, je veux dire, ça l'aiderait aussi un peu plus d'avoir un vrai receveur numéro 1, ce qu'il n'a pas encore. Oui. Alors après, moi, si tu veux, c'est ce qui m'embête toujours avec Jackson, c'est qu'il y a les deux extrêmes du débat en permanence. Et pour moi, la vérité se situe toujours un peu mieux. C'est-à-dire que je regardais les commentaires quand l'article a été publié, c'était oui, mais vous ne le respectez pas, il a été MVP unanime, il fait gagner son équipe, il a mis milliard au sol, ce qui est vrai. Mais ce à quoi on pourrait aussi répondre, il n'a eu aucune voix pour le MVP la saison dernière. Donc oui, il a été MVP sur une saison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc avec Jackson, c'est que là, il a une année difficile, en tout cas plus difficile, et donc on dit oui, mais le coordinateur offensif, oui, mais les receveurs, etc. Mais l'année d'avant, il n'a pas beaucoup plus de receveurs, il n'a pas de truc, et tout est grâce à lui. Donc j'ai l'impression que c'est soit quand il est exceptionnel, c'est grâce à lui, quand il n'est pas bon, c'est à cause des autres. Je trouve qu'il y a un juste milieu, quoi, en fait, avec ça. Il n'a pas le meilleur matos, mais ils ont quand même la plus mauvaise attaque aérienne de la ligue sur la saison écoulée, ce qui est quand même problématique pour moi quand ton boulot, c'est de lancer le ballon. Je trouve ça déjà bien. Tu l'as dit, je ne vais pas spoiler le classement, c'est un peu la corde raide, les 2 premiers épisodes, parce qu'on va essayer de ne pas vous dire ce qu'il y a au-dessus. Mais donc, il est le 7 ou 8e quarterback du classement. Ce qui est déjà bien pour moi, pour un mec qui a la dernière attaque aérienne de la ligue. Donc, voilà, il y a un entre-deux. Ouais. Ce n'est pas ses atouts principaux, on est d'accord, etc. Mais voilà, oui, il a des excuses, mais en même temps, les bons quarterbacks, ils portent leurs escouades. Ils améliorent le niveau global. Ils rendent leur ligne meilleure, ils rendent leurs receveurs meilleurs, ils rendent tout le monde meilleur. Tom Brady, il t'a fait avec pas grand-chose avant les années Randy Moss et tout ça. Peyton Manning, il a quand même aussi créé des Hall of Famers. Hein. Il avait des très bons joueurs, mais il a bonifié la carrière de ce mec-là. Joe Burrow, on voit ce qu'il fait tout de suite, malgré un AJ Green sur une patte et ce qu'il y a autour l'an dernier. Pour moi, Lamar Jackson, il lui manque quand même ce truc de passeur, voilà, qui fait que tu le mettrais haut. Après, je suis comme vous. Hein. Je pense que oui, il aurait été un peu plus haut aussi pour moi. Ça ne m'aurait pas choqué. Il aurait pu être dans la 30e, par exemple. Après, c'est toute la difficulté de ce classement. C'est vrai que tu me demandes, est-ce que Lamar Jackson doit être mieux que 49 ? Je te dis oui. Tu me dis, est-ce qu'il doit être mieux que top 5 quarterback ? Je dis pas oui, en fait. Et du coup, à partir du moment où on met, et c'est exactement ce que disait Raphaël, à partir du moment où on met 5 quarterbacks ou 6 quarterbacks devant lui,
et on ne va pas les citer forcément, mais tout le monde peut se les imaginer assez facilement, bah, c'est vrai que du coup, forcément, ça descend dans le classement. Et on s'oblige un petit peu en faisant ce classement, pas forcément, parce que sinon on mettrait le top 10, ce serait quasiment 10 quarterbacks. Oui. Et du coup, on s'oblige un petit peu à les espacer. Et en fait, c'est vrai qu'au bout de 6, bah, ça arrive vite dans le dernier tiers du classement. Donc c'est vrai que c'est la difficulté, dit comme ça. Après, c'est vrai que... Il faut remarquer d'ailleurs qu'il y a un énorme gap. Je ne vais pas vous donner les noms, mais Jackson est le seul en fait quarterback entre 31 et 50. Et le prochain, je ne vous donne pas le nom, ça fera un teasing. Le prochain, il est 21e, donc il faut quand même pas mal l'attendre parce qu'on n'a pas de quarterback en fait entre 49 et 21. Entre 21 et 49, tu passes de à Lamar Jackson et les autres sont un peu plus concentrés sur le haut. Donc moi, ça ne m'aurait pas du coup choqué qu'il soit dans la trentaine parce qu'en fait, il aurait toujours été en dessous de tous les quarterbacks desquels il se trouve. Là, pour le coup, ça n'aurait pas changé à ce niveau-là. Bon, vaste débat, mais je crois que Lamar Jackson fera débat en permanence. Tu avais quelque chose à ajouter, Raphaël? Je trouve que j'ai vu aussi quelques gens qui trouvaient qu'il n'avait pas sa place, justement. Alors, je pense plus des gens qui aiment bien taquiner les Ravens et leurs fans sur Lamar Jackson, mais après, si on regarde d'un œil plutôt neutre, c'est quand même un quarterback qui a priori un potentiel qui a encore une marge de progression. Elle paraît pas, alors qu'elle soit liée à lui ou à ce qui l'entoure, hein, d'ailleurs, au passage, enfin, ça peut aussi venir de ce niveau-là, la progression. Donc, je trouve que c'est quand même assez logique de le retrouver à ce niveau-là dans le top 50. Hein. C'était juste pour ceux qui le trouvaient surcoté, on va dire, ce qui me semble un peu dur de le trouver surcoté. Mais... Lucas. En tout cas, moi, juste un mot, le suspense était tellement insoutenable que je suis quand même allé voir qui était le 21e. Parce que tu l'as tellement teasé que voilà, je suis allé le voir. En effet. Il va faire débat aussi, je pense. Mine de rien. Je me demande s'il ne sera pas trouvé un peu sous-côté d'ailleurs par certains. Bref, pour finir sur Jackson, moi je suis assez d'accord. Par contre, je suis d'accord avec toi, Raphaël. Il a toute sa place dans le top 50. Là, faut pas aller trop loin. Un autre qui avait sa place dans le top 50, on va enchaîner avec Julio Jones, qui a aussi beaucoup fait débat. Il se trouve juste en dessous de Mike Evans. Ça, notamment, ça a fait tiquer pas mal de lecteurs. Donc, Julio Jones est 41e, Mike Evans est 40e, si je ne dis pas de bêtises, parce que ma feuille d'Excel s'est décalée. Donc, 41 Julio Jones, 40 Mike Evans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il a fait beaucoup de débats, il est en dessous de Mike Evans. Il y a pas mal de choses qui nous ont été reprochées, mais on parlait tout à l'heure de pondérer l'âge, on n'a pas non plus parlé des blessures, mais 32 ans pour un receveur qui sort d'une saison où il a joué un peu plus de la moitié des matchs, il a joué 9 matchs, c'est déjà pas mal, non, pour un receveur de 32 piges de se retrouver 41e du top 50 NFL, non, Lucas? Alors, je crois qu'il est 39e, c'est décalé dans l'autre sens. Je crois que c'est 39, 39, pardon. Bah, voilà, Mike Evans 38, mais donc du coup, c'est encore mieux. Oui, c'est pas mal. Honnêtement, pareil, hein, j'essaye de me projeter. Je ne suis pas sûr que je l'aurais mis plus haut, si c'est ça la question. Et ça ne me choque pas du tout qu'il soit derrière Mike Evans. Pas forcément très loin de lui, mais juste derrière lui. On peut dire que Joe Jones n'avait pas Tom Brady l'année dernière. Maintenant, il n'a pas non plus Lamar Jackson. Et puis il a eu un MVP quand même. Hein. Et il a eu un MVP, en effet. Donc, voilà, Julio Jones, ça a été le meilleur receveur de la Ligue pendant longtemps. Il est encore parmi les meilleurs. Il est très, très fort. Maintenant, 39e, je ne sais pas combien il y a de receveurs devant lui, mais on est à peu près dans le même cas, peut-être que Lamar Jackson avec 4-5 receveurs devant lui. Je ne les ai pas comptés, mais ça ne me choque pas du tout. Raphaël, tu étais choqué, toi, par le classement? Tu l'avais où Non, alors choqué, non, parce qu'on le répète, hein, c'est basé sur beaucoup de critères, donc c'est pas étonné. Après, moi, clairement, je l'avais beaucoup, beaucoup plus haut. Chez moi, il était 16e. 16e. Okay. Donc assurément, c'est pas le classement auquel je l'aurais vu en particulier. Moi, je l'ai encore receveur numéro 2, hein, pour être absolument transparent dans cette ligue. Je pense que il est diminué un peu par quelques blessures l'an dernier, mais il se retrouve dans une équipe qui est dans un marasme complet où offensivement ça fonctionne plus trop. Je pense que tu le positionnes encore aujourd'hui en 1 contre 1, il est capable de battre tous les cornerbacks de la ligue sur un match et qu'il n'y a aucun doute enfin moi j'ai vraiment pas de doute là-dessus. Je pense qu'il va pouvoir profiter. S'il reste à Atlanta, je pense qu'il va pouvoir profiter du nouveau coaching. Et s'il part suivant la destination, je pense qu'il en profitera aussi pour montrer qu'il reste un des tout meilleurs receveurs de la ligue. Donc,
Bon, peut-être que comment dire, peut-être que je suis encore trop optimiste par rapport à son niveau actuel, on va dire, et en se projetant sur l'an prochain. Donc ça me gêne pas qu'il soit plus bas dans le top 50. J'aurais été un peu plus gêné qu'il soit pas dans le top 50, clairement. Ouais. Ça m'aurait un peu embêté. Maintenant, Ouais, moi je te trouve peut-être un poil chaud sur lui quand même. Il y a- 16, ça me paraît. Ouais. je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de receveurs à l'heure actuelle qui courent aussi bien tous les tracés que lui, qui ont des mains aussi sûres que lui. Enfin, Marque pas beaucoup de touchdowns quand même. Ouais, ça peut être son petit défaut, la red zone. Maintenant, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est lui ou le système enfin, est-ce que parce qu'il attire beaucoup d'attention dans la red zone, il permet de dégager d'autres cibles, ou est-ce que c'est lui qui a vraiment un problème dans la red zone, tu vois, c'est un truc que j'ai jamais trop su. Après, si on parle du top receveur, si on prend les meilleurs, je pense qu'ils attirent au moins autant d'attention que lui. Et bon, je vais être obligé de citer des noms, mais je pense que de ne pas spoiler grand-chose si je parle de Adams ou d'Hopkins, c'est des mecs qui attirent au moins autant l'attention qu'un Jones et qui sont beaucoup plus efficaces. On parle de la red zone, mais ils sont beaucoup plus efficaces dans la red zone. Tu parlais de deuxième receveur. Est-ce que même déjà, est-ce que c'est le premier receveur dans son équipe? En tout cas, l'année dernière, non. Après, c'est vrai qu'il y a des blessures, mais mine de rien, on est obligé de prendre en compte aussi, on le disait tout à l'heure, un petit peu le paramètre âge et le paramètre blessure. Moi, c'est ça. Moi, personnellement, c'est ça qui me l'a fait descendre. C'est que 32 ans, je dis ça, par exemple, là, on est en plein Roland-Garros. On a des Nadal de 35 piges, des Federer de 40 ans, maintenant Brady à 43 ans. Depuis 5-6 ans, c'est irréel les âges des mecs. Mais 32 ans pour un receveur NFL, il y a encore 10 piges, c'était pré-retraite. Hein. Donc moi, ça me fait un peu tiquer. Les blessures commencent à arriver. Moi, c'est surtout ça qui joue. C'est-à-dire que sur le talent pur, j'ai évidemment pas de doute que c'est un des top 3. Je vais dire 3, allez. Avec Hopkins et puis des mecs comme Adams, voilà, et puis sur des aspects différents. Un Tyreek Hill amène de la vitesse d'une manière différente. Enfin voilà, il change le jeu. Très bien. Mais moi, il tombe dans le classement à cause de ça, en fait, à cause du 32 ans, des 9 matchs l'an dernier et de l'incertitude. En fait, si tu l'as pour 3 ans, tu vois, je ne sais pas combien j'ai de bonnes saisons en fait sur les 3. Je ne sais pas combien j'ai de saisons à fond avec tous les matchs et un niveau top niveau. Je ne sais pas, peut-être une et demie, mais je ne suis pas sûr que, tu vois, dans 2 ans, ils sont encore top niveau. Donc moi, ça l'a fait descendre pour ça. Après, voilà, je comprends qu'il y ait débat parce que quand tu as un joueur qui a eu une période de plénitude tellement dominante comme Julio Jones, forcément, quand tu dis aux gens on fait un classement et qu'ils le voient apparaître 39, il tique, quoi. Il y a pas de... Surtout quand Mike Evans sort le lendemain, alors que Evans n'a pas le même pédigré, était dans une équipe qui était quand même pas super glamour avant que Tom Brady arrive. Bah, ouais. Mais c'est une bonne question d'ailleurs, ça. Comme ils étaient collés, et c'est ce qui a beaucoup fait discuter, vous prenez lequel des deux là à l'instant T si vous avez, donc on disait, votre franchise et 2 ou 3 ans à jouer. Pour moi, Mike Evans. Raphaël? Je pense que je continue sur Jones. Après, j'avoue volontiers pouvoir me planter. Hein. Non, mais il y a match. Hein. Il y a clairement mais match. je pense aller sur Jones quand même. Il y a clairement match. Mike Evans, moi, j'avoue que, en plus, j'ai fait l'affiche, je trouvais ça dur que les gens lui tombent dessus parce qu'il passait juste après Jones. Parce que Evans, il a quand même une régularité au plus haut niveau qui est incroyable, malgré des quarterbacks quand même très bidons qu'il a eu en début de carrière. Donc, il a quand même, donc c'est 6 ou 7 premières saisons, je crois, à plus de milliards, qui est du jamais vu en NFL quand même. Donc, on parle d'un mec qui est sur de la régularité. Alors, c'est pas aussi dominant parfois qu'a pu être Julio Jones, mais à l'instant T, c'est l'instant, je me le raconte, mais c'est peut-être d'avoir vu Julio Jones en vrai au Super Bowl et la performance qui sort au Super Bowl face aux Patriots où il fait quand même un match de très très haut de volée qui reste en tête. Costaud, non, dans les vestiaires, tu l'as croisé pendant la semaine? Ouais, plutôt costaud, mais pas le plus pas le physique le plus impressionnant que je retiens. Mais ouais, j'aurais cru, c'est pour ça que je te posais des questions. Non, mais attends, ça reste quand même un athlète de très très haut niveau. Hein, J'aurais bien que tu me dises, non, il m'a pas impressionné. Je pense que je le prends. En 1 contre 1, vas-y, Julio, quoi. Je pense que je le prends. Petit dernier point de débat, et c'était juste une spéciale Raphaël. 4 coureurs dans le classement. 4. Je le dis, je spoil. Raphaël, il y en a déjà eu 3. Il y en a un 4e qui arrive. Est-ce que ça fait pas trop? Comment tu te sens? Là où je suis content, c'est que du coup, ils sont dans de la place 30 à 50. Donc, ça me. Probablement un peu à cause de moi, hein, vu comment je les ai mal classés ou pas classés du tout. Je pense qu'ils n'ont pas gagné de points. Ils n'ont pas dû gagner beaucoup de points par ma faute.
Donc, bon, non. En vrai, je comprends, hein. Il y a les coureurs là qui vont être cités, enfin, qui sont déjà dans ce 30 à 50 et que vous découvrirez après, sont des joueurs pour une partie d'entre eux qui vraiment apportent quelque chose à leur attaque, apportent une dimension supplémentaire et sont des vrais atouts offensifs pour leurs équipes. Et forcément, leur équipe ressemblerait pas à ce qu'elle est sans eux. Donc, réellement, au-delà de la blague, j'ai pas de souci à les voir dedans. Après, c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai toujours un peu tendance à croire que le running back, et de par son espérance de vie dans la ligue, en moyenne, d'une carrière d'un coureur, de par sa capacité de saison à produire à très haut niveau et de par l'importance, comme on le voit certaines saisons, on a des coureurs qui brillent sur une saison et derrière se retrouvent derrière une ligne offensive en bien plus grande difficulté et n'arrivent plus à avancer. C'est vrai que j'ai eu tendance à les mettre beaucoup plus bas que d'autres postes. Mais bon. On rappelle donc Dalvin Cook, 32e. Alors attends, je vais remonter dans l'autre sens. Nick Chubb est 47e. Alvin Kamara est 42e. Dalvin Cook est 32e. Et Christian McCaffrey sera sorti au moment où l'émission sera publiée. Donc je peux le dire, il est 30e. C'est ça, il est 30e, Christian McCaffrey. Et il y en a un plus haut. Bon, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à deviner quel coureur se classe plus haut et au top des coureurs, hein. Vous n'avez qu'à regarder le classement des coureurs. On va passer, messieurs, à nos sous-cotés, sur-cotés à leur place. On a décidé de se faire comme ça les débriefs du top 50, c'est-à-dire que chaque intervenant va choisir un joueur qui a été sous-coté selon lui dans ce qu'on a passé en revue, un sur-coté et puis un joueur qui est à sa place. Ensuite, on dira un petit mot évidemment sur les autres. Je vais vous rappeler du coup le classement de la 31e place jusqu'à la 50e. Donc, ce qu'on passe en revue dans cette émission. 31e, Jair Alexander, cornerback des Packers. 32, Dalvin Cook, running back des Vikings. 33, Tyrann Mathieu, safety des Chiefs. Stephen Gilmore, cornerback des Patriots. Et 34e, Darius Leonard, linebacker des Colts, 35e, Tredavious White, cornerback des Bills, 36e, Joey Bosa, defensive end des Chargers, 37e, 38e, Mike Evans, on l'a dit, le receveur des Buccaneers, 39e, Julio Jones, le receveur des Falcons, 40e, Justin Simmons, safety des Broncos, 41e, Zach Martin, garde des Cowboys, 42e, Alvin Kamara, running back des Saints, Chandler Jones est 43e, le defensive end des Cardinals, et Jamal Adams, safety des Seahawks, est 44e, Chase Young, 45e, defensive end de la Football Team de Washington, 46e Lavonte David, linebacker des Buccaneers, 47e Nick Chubb, running back des Browns, 48e Corey Linsley, centre des Chargers, 49e Lamar Jackson, quarterback des Ravens et 50e Fred Warner des 49ers. C'est un linebacker bien évidemment. Un sous-coté, donc on commence par ceux qui ont été sous-cotés parce que c'est le jeu, c'est un peu le jeu, hein, du classement. Tout le monde dans les commentaires répond sous-coté, sur-coté. On fait le sondage sur Twitter tous les jours. Lucas, quel est ton joueur sous-coté? Alors, mon joueur sous-coté, pardon, il arrive en 43e place, c'est Chandler Jones, le pass rusher d'Arizona. Alors moi, j'ai le bon rôle parce que comme j'ai pas fait de classement, je peux tailler le classement sans vraiment, sans vraiment que tu me dises à quelle place tu l'aurais mis et avoir une réponse précise. Mais pour défendre Chandler Jones, déjà, c'est un des rares joueurs qui a été très bon avec les Pats et qui est parti et qui a été très bon ailleurs. Et souvent, sur ces positions-là, on a des surprises avec les Patriots. Je pense à Jamie Collins récemment, mais il y en a d'autres, même Van Noy qui revient aux Patriots. C'est souvent des joueurs qui sont très bons dans un système et qui ne sont pas aussi bons ailleurs. Et lui, il a été, notamment à Arizona. Je crois que il a des saisons à plus de 11 sacs. Depuis qu'il est à Arizona, au Cardinals, il fait que des saisons à plus de 11 sacs. Pour moi, il fait partie, et je pense que c'est aussi, il est bas à cause de sa blessure l'année dernière, mais pour moi, il fait partie des pass rushers. Il est dans la même catégorie qu'un Mac, qu'un TJ Watt, qu'un Myles Garrett, sans spoiler, qu'on va voir plus haut. Et donc, du coup, j'aurais bien vu Chandler Jones plus haut que seulement 43e. Je te donne juste quand même le résultat pour les lecteurs. Il est surcoté à 22%, à sa place à 42% et sous-estimé à 34%, puisque c'était les sondages Twitter. D'ailleurs, ils sont très souvent donnés à leur place, hein, dans le sondage Twitter, je tiens à dire. C'est souvent ceux qui ne sont pas contents qui crient le plus fort, et c'est normal, hein, c'est le jeu. Mais souvent, en fait, les votes Twitter donnent du à sa place. Raphaël, plutôt d'accord sur Chandler Jones parmi les top de la ligue? Oui, je suis plutôt d'accord avec Lucas. Je vais pas redire tout ce qu'il a dit, je vais faire vite. Mais à titre personnel, par exemple, je l'avais 30e dans mon classement, donc ce qui est à peu près 15 places plus haut, enfin autour d'une quinzaine de places. Bon, donc effectivement, moi aussi, je le vois plus fort que notre classement global.
comme Lucas l'a dit, moi, c'est vraiment le côté performance dans deux franchises différentes, quels que soient les schémas, quels que soient les gens autour de lui, quels que soient les systèmes, les coachs. Enfin, le mec a toujours performé. Donc, à partir de là, et depuis pas mal d'années, depuis assez suffisamment d'années maintenant pour que ce soit pas juste une ou deux belles saisons. Et c'est un ensemble de carrières à ce niveau-là. Donc, et on avait, avant sa blessure, on voyait pas de chute particulière de régime à ce niveau-là, pas de baisse de niveau. Donc, pour moi, c'est un des premiers noms que tu mets dans ta liste, quoi. C'est sous-coté pour moi aussi parce que je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui souffrent du syndrome de l'équipe pas glamour. C'est-à-dire qu'il ferait les mêmes perfs à Pittsburgh ou s'il était resté à New England, ce serait une superstar. Hein. Clairement. Pour moi, il souffre vraiment de ça. C'est-à-dire qu'Arizona, bon, ça n'a quand même pas été rose depuis qu'il est là. Là, ça va cette année. Bon, il y a le côté de J.J. Watt qui est arrivé et tout ça, mais ça reste pas non plus une des franchises les plus vendeuses. Donc, il est un peu là-bas en train de faire de la perf et de la stat. Mais c'est le leader de cette défense. C'est un top joueur à son poste. Pour moi, il est bas aussi, clairement. Donc, il y a 2 ans, il fait 19 sacs quand même. Non, mais c'est ça. Dernière, la saison d'avant, c'est incroyable. C'est ça, quoi. Je veux dire, il ferait ça dans une équipe un peu glam ou de la NFC Est. Il ferait ça à Dallas, t'imagines? Donc oui, Chandler Jones, sous-coté. Raphaël, qui est sous-coté pour toi? Alors moi, j'avais le garde Zach Martin des Dallas Cowboys, qui, dans notre classement, est autour 41. de 41. Alors, en vrai, je ne suis pas tellement étonné parce que la position de garde n'est pas la plus valorisée dans la ligue et objectivement peut-être pas la plus importante sur un terrain de foot. Et donc, ça se comprend que de manière assez symbolique, il glisse. Maintenant, il n'est peut-être plus le meilleur garde de la ligue depuis qu'un petit jeune est arrivé et surperforme depuis son entrée dans la ligue, pour ne pas citer et que vous verrez plus tard dans le classement. Mais en dehors de ce petit jeune-là, Zach Martin, c'est le meilleur garde sur les 6-7 dernières années, le plus régulier, des saisons excellentes, mais vraiment que des saisons excellentes, pas une seule, en dehors de sa saison bien sûr blessée, mais pas de saison où il est moins, on va dire, juste correct. Non, c'est que des saisons d'excellent niveau, une régularité incroyable. Très peu de sacs autorisés. Pareil, il a su bonifier. Quand Dallas s'était tourné vers le jeu au sol, il était omniprésent. Quand Dallas s'est tourné vers le jeu à la passe, il est omniprésent. Enfin, je trouve que quel que soit ce qu'on lui demande de faire, il le fait très bien. C'est le point d'ancrage de la ligne des Cowboys et qui a été un temps la meilleure ligne de la ligue, ou en tout cas la plus glamour sans aucun doute. Et lui est toujours resté, passe et avec un niveau excellent. Donc pour moi, c'est un joueur qui aurait pu... Si la position de garde était plus flashy, c'est un joueur qui serait plus haut que 40e à mon sens. Sous-estimé à 22,6%, à sa place à 57%, surcoté à 19% selon nos votants. Je trouve que le mot-clé, tu l'as dit, c'est régularité. C'est tellement précieux d'avoir un garde comme ça qui te fait du taf de qualité pendant 5, 6, 7 ans que ça en fait un joueur précieux. Après, en effet, il y a eu un petit ralentissement, une petite baisse. Lucas, tu l'aurais eu à ce niveau-là ou plus haut? Ouais, je suis assez d'accord avec Raphaël, je l'aurais eu plus haut. Après, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est vrai qu'un garde ou un joueur de ligne offensive, il est bon quand on parle pas de lui et quand on le voit pas. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est difficile d'y penser. Et encore plus, c'est difficile de classer. À partir du moment où on classe, Raphaël, tu le disais, comment on donne de la valeur à une position, à un poste et pas à un autre, ça devient difficile. Mais c'est vrai que Martin, voilà, bon, je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais c'est un des meilleurs à son poste. Il est de très haut niveau depuis des années. Donc pour moi, ouais, il mériterait un petit peu mieux. Je vais terminer le bal des sous-cotés avec Stephon Gilmore, qui est 34e dans notre classement. 49% des lecteurs le trouvent à sa place, 24% sous-estimé, 25% surcoté, donc c'est très bien réparti. Pour moi, il sort d'une moins bonne saison statistique. Il a eu des soucis de genoux, il a eu des soucis de Covid, donc c'est des drapeaux rouges, comme on dit en anglais, qui en général me feraient flipper, mais c'est un poste où quand même l'expérience compte. Donc pour moi, s'il se remet de ses problèmes, c'est clairement un mec on parlait de Lamar Jackson qui était le MVP 2019. Là, c'est le défenseur de l'année 2019. C'est pour moi un mec qui est pas loin du top 25, voire plus s'il est en pleine santé. C'est 2 fois première équipe All-Pro, c'est un poste important. Il a 30 ans. Pour un corner 30, ça va encore. C'est pas, voilà, mais pour les 2-3 ans à venir, ça ne m'inquiète pas. Donc, je suis prêt à lui pardonner ces petits problèmes de santé de l'année prochaine.
Mais si je dois monter une équipe, clairement, Gilmore, il est plus haut que 34 pour moi dans la liste, quoi. Ça me semblait très bas. C'est un truc qui m'a choqué. Lucas, je vois que tu as l'air de. Ouais, D'accord. j'acquiesce parce qu'en plus j'ai fait sa fiche, donc du coup forcément ça me va obliger un petit peu à replonger un petit peu plus dans sa carrière et dans ce qu'il a fait. Clairement, tu parlais d'un poste important, c'est clairement le genre de joueur qui te permet de faire ce que tu veux à côté en fait. Et Bah, du c'est coup ça. pour un entraîneur, c'est vrai que voilà, quand on dit on choisit l'équipe, on s'imagine presque en tant qu'entraîneur ou directeur sportif. Et c'est vrai que ça permet de réfléchir à autre chose. Et Belichick par exemple utilise souvent et il utilisait quand il y avait Malcolm Butler notamment qui était à un très haut niveau. Alors, il utilisait souvent la double coverage, deux joueurs sur le meilleur, et il laissait Gilmore ou Butler sur le numéro 2, mais il sait que c'est un match-up qui va... Parce que Gilmore c'est vraiment voilà, un joueur, et tu le disais, alors il y a eu la blessure, mais c'est un joueur excellent, et puis il est clutch aussi. Et Mm. c'est ça que je trouve très important, notamment pour un cornerback. J'en parlais dans la ligue, mais en playoff, et notamment le dernier Super Bowl des Patriots, déjà, il est défenseur de l'année cette année-là en saison régulière, mais en playoff, il fait des actions très décisives. Il fait l'interception au Super Bowl. Il me semble qu'en finale de conférence, il type ou il défend une balle, ou alors c'est le match juste avant, mais à la dernière minute. Pour moi, oui, Gilmore, il a tous les attributs, toutes les caractéristiques d'un joueur que je verrais beaucoup plus haut dans le classement. Raphaël, tu l'aurais pris aussi plus haut? Parce qu'il y a des cornerbacks plus hauts hein, dans le classement. Ouais, je l'avais un petit peu plus haut dans l'autre vingtaine, on va dire, en termes de groupe, de package. Je l'avais un petit peu plus haut. Je suis assez d'accord avec vous. Il est ralenti l'an dernier par une blessure, et ce qui fait que peut-être que certains le voient, le sentaient un peu moins que la saison qu'il avait montré. Mais enfin, faut quand même rappeler que pour un cornerback, être défenseur de l'année, c'est vraiment pas anodin et pas facile, hein. Il y a quand même une tendance en NFL de la part des médias à chaque fois plébisciter plutôt les pass rushers. Donc ça montre quand même à quel point Gilmore avait fait une saison de très très haute volée. Je pense qu'il en a encore sous la pédale. Donc je peux comprendre que certains aient préféré quelques autres cornerbacks peut-être un peu plus jeunes aussi. Donc bon, je peux comprendre qu'il ne soit pas le premier ni le deuxième cornerback de la liste. Après, oui, c'est un petit peu plus haut, ça ne m'aurait pas dérangé. Maintenant, comme on l'a dit aussi, hein, il reste malgré tout dans un top 40. Là, du coup, c'est encore haut placé, hein. C'est quand même plutôt pas mal. Du côté des sous-côtés, je vous mentionne quand même parce que personne ne l'a donné. Celui qui ressort le plus dans les sondages, c'était Alvin Kamara, qui est 42e. 53,9% des votants sur Twitter trouvaient qu'il était sous-estimé. Je les ai pas tous scrollés, là, les 20 qu'on a publiés, mais je pense que Kamara est celui qui a été le plus souvent voté sous-estimé. Est-ce que vous pensez qu'on s'est planté avec un Kamara 42e? Alors, pour être honnête, j'ai hésité, moi, à donner Camara en sous-côté. J'ai choisi juste au-dessus Chandler Jones, je crois. Mais j'ai hésité parce que c'est vrai que ça m'a fait tiquer. En fait, on se bloque surtout sur running back, mais Alvin Kamara, il fait beaucoup de choses dans cette attaque de New Orleans qui, l'année dernière, on va pas se mentir, c'était l'attaque, en fait, tout simplement. Il y a Michael Thomas, mais l'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Drew Brees, bon, on n'en parle pas avec les blessures. Alvin Kamara, et puis on le met dans n'importe quelle attaque de NFL. Raphaël parlait justement d'obligation d'avoir une bonne ligne, un bon quarterback. Pour moi, Kamara, on le met dans n'importe quelle attaque de NFL, il performe. C'est mon côté psychorigide, peut-être en effet, qui fait que j'ai toujours du mal à le mettre haut dans les classements parce qu'il y a marqué running back à côté et que j'ai du mal à le considérer comme un running back pur. Non, mais voilà, peut-être j'ai trop de cases dans ma tête. Mais Raphaël, est-ce que toi, tu l'avais plus haut? Non, je l'avais même pas dans le classement. Donc déjà, clairement, faire des amis là. Clairement, il paye, hein, c'est en partie de ma faute, je l'assume. Mais non, mais j'entends ce que Lucas dit, hein, c'est plein de bon sens. Il peut être dans le top 50, comme on l'a dit. Moi, j'avais un panel pour être transparent. Quand j'ai fait ma première sélection de joueurs, j'ai regardé par équipe quel joueur dans chaque équipe je verrais bien dans un top 50. Et à la fin, j'avais déjà une première sélection de 85 joueurs. Donc après, passer de 85 à 50, des fois, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Donc non, je peux comprendre que certains le trouvent sous-coté, et notamment effectivement après l'an dernier où c'est vrai qu'il porte l'attaque de New Orleans quand même pas mal sur ses épaules. Ça s'entend. Moi, c'est vrai, je suis moins attaché à ça. J'ai peut-être
à tort, hein, je donne peut-être aussi trop d'importance au schéma de Sean Payton et avoir le sentiment qu'il brillerait peut-être un peu moins ailleurs. Je reconnais que je peux me planter là-dessus. Bon, mais ouais. Ouais, moi je suis entre les deux. Je l'aurais dans la trentaine, peut-être. Je suis en train de regarder si au-dessus de qui je le mettrais, mais c'est toujours la difficulté. C'est parce qu'on peut dire il est sous-coté, mais il faut voir au-dessus de qui on le mettrait. Et c'est dur parce que quand on arrive dans la trentaine, là, il y a de la densité, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut être convaincu qu'il va apporter ce que tu dis, Lucas, qu'il va apporter partout. Il faut en être convaincu. J'ai encore du mal à l'être, même si je sais que c'est un bon joueur, une bonne arme offensive, qui peut faire plein de choses. Voilà, c'est un joueur qui fait débat en tout cas. Ça, c'est sûr. Et donc, il est donc 42e dans notre classement. Petite pause et on parle des joueurs surcotés. Ça va débattre. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Alors là, messieurs, c'est le moment où ça débat, c'est le moment où ça s'énerve, c'est le moment où on parle de gens surcotés, où on balance, où ça n'a pas peur de dénoncer. Je vais donc vous lancer sans plus attendre sur les joueurs surcotés. Allez, Raphaël, envoie-nous un running back surcoté ou quelque chose comme ça. Faut envoyer là, c'est le moment. Non, j'ai même pas osé m'en prendre au running back. Je leur ai déjà assez fait mal dans le classement en termes de points, donc je me suis dit ne rajoutons pas un clou. Non, pour moi, en surcoté, c'est le linebacker Darius Leonard des Colts qu'on a assez haut de mémoire, autour de la 35e place. Il 36. est 35e, ouais. Ouais, 35e. Et en fait, alors, c'est un bon joueur. Il a fait une superbe saison rookie qui, c'est vrai, a marqué quand même, hein, où il était omniprésent dans la défense des Colts. C'est une défense des Colts où on voyait plus grand monde, plus grande star depuis quelques années. Il est un peu apparu comme le renouveau. À ce niveau-là, enfin, les Colts mettaient la main sur un joueur vraiment talentueux en défense. Mais objectivement, je le trouve assez haut dans notre classement. Et en fait, rétrospectivement, je le trouve encore plus haut quand je vois qu'il est devant Lavonte David et Fred Warner. En fait, c'est aussi ça qui me le fait surcoter. C'est que il est moins bon que ces deux joueurs-là dans tous les domaines de jeu pour moi. Donc, du coup, en intelligence de jeu, en couverture, et ce qui est de plus en plus prépondérant pour un linebacker moderne, et notamment un middle linebacker, cette capacité à couvrir les cibles adverses. Ce que Lavonte David et Fred Warner sont capables de très bien faire, ce que Darius Leonard fait moins bien. Voilà, donc c'est vrai que... Je me fais l'avocat du Darius Leonard, mais c'est 3 fois All-Pro, dont 2 fois First Team, et pas les autres. Enfin, les autres ont eu des All-Pro. Hein. Lavonte David, 1 fois First Team et 2 fois deuxième équipe. Fred Warner est première équipe All-Pro cette année. Mais numériquement, en tout cas, Darius Leonard a été 2 fois première équipe All-Pro, donc plus que les 2 autres. Lucas, est-ce que pour toi, il était à sa place, Darius Leonard, en 45e 35e, pardon. 35e. Non, moi je suis d'accord avec Raph. C'est vrai qu'il fait une saison rookie, une très bonne saison rookie, et je pense que du coup, à l'inverse de certains, ça nous a donné une très belle image de lui, et peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait revenu à ce niveau-là, et est-ce qu'il redeviendra à ce vraiment niveau où il a été rookie, parce que je crois que c'est l'année où il est première équipe, All-Pro, et je suis d'accord avec Raph, quand je le vois devant notamment Lavonte David, pour moi, c'est compliqué de défendre ça. Après, le classement, c'est vrai que c'est pas évident, on en parlait, mais si on prend quasiment la même position, même si c'est dans des schémas différents, dans des équipes du moins différentes, Lavonte David, pour moi, mérite plus que Leonard. Et du coup, c'est compliqué de le voir aussi haut. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas fait donc mon classement, je le répète. Et bon, on choisit un petit peu les joueurs qu'on va prendre pour faire les fiches que vous voyez chaque jour. Et donc, du coup, j'ai regardé de manière, j'ai survolé un petit peu et je découvre des fois, parfois, chaque jour, les joueurs qu'il y a. Et j'étais surpris ce jour-là, je sais plus quand est-ce que c'était, de le voir là et de me dire, oula, j'étais passé à côté, c'est bien haut, j'ai eu cette réaction. Et ce qui me fait dire qu'en effet, je suis d'accord avec Raph, je le vois surcoté. Alors, Darius Leonard, c'est première équipe All-Pro cette année aussi. Hein. Ouais. En 2020 aussi. Donc, ce qui me semble vraiment pas mérité pour le coup, mais bon, c'est un autre. Voilà. J'entends vos arguments et en effet, je peux imaginer qu'il soit un peu plus bas. En effet, ça me semble pas. Mais top 50 quand même, tu vois.
Je trouve pas qu'il usurpe sa place dans le top 50, par contre. Il aurait pu être un peu plus bas. 35, c'est assez haut. Mais il aurait pu être un peu plus bas. Vous avez tous les deux donné vos surcotés, c'est ça? Non, j'ai pas donné le mien. Pardon. Mais c'est pas grave, c'est le moment où on peut tailler Bah oui. en plus. Donc, oui, vas-y, excuse-moi, je j'ai suis commencé ravi. par Raphaël. Sur la première séquence, je commençais par toi à chaque fois, donc je me suis embrouillé. Lucas, vas-y, Je suis donne-nous ravi ton de pouvoir surcoté. tailler. Tu parlais de personnes qui usurpent leur place dans le top 50. Ah, Pour moi, il usurpe. Alors après, bon, forcément, on caricature un petit peu, mais je vais parler de Jamal Adams, 44e, le safety des Seahawks. Pour moi, je le vois pas top 50. Je suis loin de dire que c'est un mauvais joueur. Mais comme on le disait, on parle des 50 meilleurs joueurs de la ligue. Pour moi, déjà, il subit forcément son trade avec 2 premiers tours. Pour moi, je trouve que c'est énorme, notamment pour un safety. Mais bon, allez, à la limite, c'est pas de sa faute. Mais dans cette ligue, il est pas forcément très bon en couverture, même si c'est un strong safety. Dans cette ligue, ça devient compliqué. Je pense qu'il est bien aidé parce qu'il a des highlights, parce qu'il il fait de grosses actions de temps en temps qui peuvent pas être l'arbre qui cache la forêt, mais je veux dire donner une image qu'il est un peu meilleur que ce qu'il est. Et je pense que c'est grâce à ça qu'il est dans le top 50. Quand je repense à son match en playoff face aux Rams, la saison qui vient de se terminer, la saison dernière, on peut dire, son premier match de playoff, si je ne me trompe pas, puisque je ne crois pas que les Jets aient fait des matchs de playoff récemment. Son premier match de playoff, alors on peut dire qu'il manque d'expérience, mais du coup, quand je vois ce match-là où il fait beaucoup d'erreurs face à des Rams qui ne sont pas hyper performants à la passe à ce moment-là, j'ai du mal à me dire que c'est un joueur top 50. Il était à sa place selon 44% des sondés, mais surcoté selon 41% des sondés. Donc, en effet, il fait partie de ceux qui ont pris le plus de votes surcotés dans le sondage Twitter. Raphaël, en l'occurrence, toi, je crois que tu aimes plutôt Jamal Adams. Parce que j'allais dire, en tout cas, sur Twitter, je sais qu'il y a en effet pas mal de gens qui lui sont tombés dessus et qui lui tombent dessus. Après, c'est un safety un peu atypique quand même, parce qu'il a le record du nombre de sacs sur une saison pour un safety cette année. Donc, est-ce qu'il faut le juger comme les autres safety? Oui, on peut tout de même. Clairement, moi, je reconnais, je fais partie de la Jamal Adams base fan club. Donc, c'est bien probable que si vous le trouviez surcoté dans ce classement, ce soit en partie de ma faute, hein, parce que je l'ai quand même pas mal plus haut que ce qu'on l'a là. Dans le top 5. Non, quand même pas, n'exagérons pas, mais pour être transparent, je l'ai 26e. Ouais, moi, ça me choque pas qu'il soit Pour là. être transparent, j'entends ce que Luc a dit sur la couverture aérienne qui est pas son point fort. Maintenant, pour moi, c'est aussi l'an dernier, il donne ce sentiment-là et c'est sans doute sa moins bonne saison en couverture aérienne, mais il arrive dans un nouveau schéma, mine de rien, dans une nouvelle équipe qui en plus était en difficulté défensivement, s'est cherché un peu toute la saison en termes de schéma au niveau du coordinateur défensif, pas franchement aidé par des cornerbacks globalement à la rue. Et je trouve qu'il apporte malgré tout d'autres dimensions dans le jeu, cette capacité, comme Alain l'a dit, au niveau du pass rush, qui pour moi est pas anodine et peut pas être juste mis de côté en fait. C'est pas, j'entends ce que tu dis, Lucas, le côté highlight, c'est vrai que ça renforce pour certains sa cote, mais malgré tout, quand tu arrives à 11 sacs, c'est un peu plus que ça, tu vois. Pour moi, ça va un peu au-delà. Pour moi, c'est un vrai leader défensif, un vrai leader d'équipe. Et donc, quand tu construis ton équipe et que tu as le choix, c'est vrai qu'un profil leadership plus capacité à être un peu assez polyvalent, et je pense que sa saison prochaine sera bien meilleure en couverture aérienne. Bon, moi, je l'avais du coup dans le top 50. Mais j'entends que ses défauts peuvent donner le sentiment qu'il est surcoté et ça se défend totalement. Ouais. Mais du coup, la question que j'ai, puisque tu parles de 26e, et pour rester à peu près dans le même poste, je ne spoil pas puisqu'il est sorti, je crois, 33e ou 34e, Tyrann Mathieu, qui est à peu près dans le même poste et qui, on va dire, est dans le même profil, mais pour moi, meilleur partout. Est-ce que tu mets Tyrann Mathieu devant et donc du coup moins que 26e ou tu mets Jamal Adams meilleur que ce safety? J'ai Tyrann Mathieu juste devant. D'accord, ok. Des fois, quand il y a deux joueurs au même poste que j'arrivais pas trop à départager, je les collais dans le classement. Ça se tient. Ça fait sens. Non, mais moi, c'est pareil, je suis un peu entre vous deux, mais je l'aurais mis plus bas que
que 26 dans la trentaine, mais ouais, il a quand même sa place. C'est un fort joueur qui fait quand même pas mal de choses. Et oui, il a eu du mal en couverture, mais il a prouvé au début, c'est-à-dire que ça aurait été une constante sur tout le début de sa carrière qu'il n'était pas bon en couverture, mais il n'était pas immonde quoi, avec les Jets là-dessus. Donc, je pense qu'il y a quand même moyen de se refaire la cerise sur le temps qui vient. Je vais enchaîner avec mon propre surcoté. Pour moi, un des scandales, vous avez parlé de Chandler Jones qui était bas. Le fait de voir Joey Bosa au-dessus de Chandler Jones, pour moi, est une des incompréhensions majeures de ce classement. Alors, ok, il a 25 ans, ok, c'est un bon joueur, mais perso, je vois aucune progression. C'est-à-dire que 10 sacs et demi en 12 matchs en tant que rookie, super. 12 sacs et demi la saison suivante, il fait une année complète, très bien. Derrière, 5,5 en 2018 parce qu'il joue 7 matchs, 11,5 en 2019 en 16 matchs, donc moins que sa deuxième année, 7,5 l'an dernier en 12 matchs. Donc, il a que 2 saisons sur 5 où il a joué tous les matchs. Il ne progresse pas. Et pour moi, en fait, sa réputation est largement embellie par son début de carrière, qui a été très, très bon. Il est arrivé, il était très attendu, il sortait d'Ohio State, c'était une star, patati patata. Mais il est très fort, hein, il a des qualités. Mais pour moi, il a toujours un pet de travers. Et il n'a pas non plus le côté hyper régulier et dominant que vont avoir des TJ Watt, des Chandler Jones, etc. Donc, 38e, ça me semble haut. Pour moi, il n'était pas top 50 du tout, parce qu'il ne confirme pas ce qu'il a montré au début. Et je prends même largement son frère ou Chase Young avant lui. Chase Young qui est 45, je prends Chase Young avant. Sur les 3 années à venir, je prends Chase Young tous les jours. Donc, pour moi, Joey Bosa, c'est pareil. C'est vraiment une belle hype de début de carrière. Mais sur les 3 dernières années, je ne vois rien qui justifie un top 50. Raphaël. Écoute, je te rejoins en partie sur le côté surcoté. Hein. Je l'avais plus bas, moi. Je l'avais quand même dans le top 50, mais je l'avais plus bas. Ouais, j'entends le bon début de carrière qui gonfle la vision qu'on en a, sans aucun doute. Et je te rejoins sur le côté progrès qui est pas évident. Hein. Ah bah non. Maintenant, malgré tout, en termes de production, je trouve qu'il reste à un très bon niveau. Et bon, après, ouais, non, ça se défend. D'autant qu'il est fort en début de carrière parce qu'il y a Melvin Ingram de l'autre côté qui est fort à ce moment-là aussi. Ouais. Après, Lucas. c'est vrai que je ne peux pas dire le contraire en disant, quand tu dis qu'il ne peut pas être au-dessus de Chandler Jones. Je viens de défendre Chandler Jones, donc je ne peux pas dire le contraire. Chase Young, on va dire que pour moi, je suis assez d'accord avec toi. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand tu dis qu'il ne mérite pas sa place dans le top 50. Pour moi, il la mérite. Après, je vais utiliser un argument que tu pourras totalement utiliser à l'inverse, en disant qu'il a des hauts très hauts. Je trouve que Joey Bosa, quand on le voit jouer, parfois, quand on peut se dire ah oui, là il y a quelque chose, là si. Mais le problème, c'est vrai c'est qu'il fait pas ça tout le temps, et qu'on aimerait ou on espérerait qu'il fasse ça tout le temps. Et du coup, bah, tu peux répondre qu'il est inconstant. Et en effet, pour avoir fait du coup sa fiche, je confirme qu'en regardant certaines analyses et en tout cas certains matchs, certaines statistiques, on voit qu'il donne pas la même production tout le temps. Mais s'il arrive à devenir ou à donner sa meilleure production tout le temps, ça peut devenir très très fort. Mais on est d'accord que pour l'instant, c'est ainsi. Mais je suis d'accord avec toi hein, sur le fait que quand il est à un bon niveau, il est très très fort. Ça pourrait être un top joueur. Mais moi, ce qui m'embête, c'est ça, c'est ce côté, en fait, tu sais jamais ce que tu vas avoir, quoi, quasiment, ou en tout cas combien de temps tu vas l'avoir. Donc, c'est plus ça qui m'embête. En tout cas, les lecteurs n'ont plutôt pas l'air d'accord avec moi parce que seulement 26% le trouvent surcoté, 45% à sa place, 27% qui le trouvent même sous-estimé. Donc, il y a débat sur Joey Bosa, mais personnellement, pas convaincu du tout. Ils sont à leur place. Alors, il y en a quelques-uns qui étaient considérés à leur place, mais on avait envie d'en mettre 3 en lumière. Lucas, à toi le jouer. Qui est bien à sa place dans ce classement selon toi? Pour moi, à sa place, je citerai Justin Simmons, le safety des Broncos, 40e. Pour moi, c'est sa place. Alors, du coup, là, il faut que je défende le fait qu'il soit bon et en même temps qu'il ne soit pas non plus parmi le top 40. Mais pour moi, c'est un des meilleurs à son poste. On va dire, allez, il y en a peut-être un qui est meilleur que lui. On ne spoile pas parce qu'il n'est pas sorti encore. Mais il est d'une constance rare, surtout à ce poste. Dans une équipe qui a des hauts et des bas depuis qu'il est dans la ligue. Je crois que ça fait 5 ans qu'il est dans la ligue. Il y a eu des saisons où la défense était incroyable, il y a eu des saisons où la défense l'était beaucoup moins. Et pourtant, lui, son niveau est resté relativement constant et relativement haut pendant toutes ces saisons-là.
Donc pour moi, c'est un très bon joueur. Après, il n'a jamais fait de match de play-off. C'est pas forcément de sa faute, mais on le voit avec Jamal Adams. C'est aussi un peu parfois révélateur les matchs de play-off du niveau d'un joueur. Donc j'attends de voir. Il n'a jamais été All-Pro, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'à chaque année, il y a eu meilleur que lui à son poste. Donc pour moi, ça fait partie du top 50. C'est un très bon joueur. C'est un des meilleurs à son poste, mais ce n'est pas mieux que 40. Deuxième équipe All-Pro en 2019. Autant pour moi. Mais oui, très bon joueur, bien à sa place. Raphaël, d'accord pour toi? Oui, je rejoins totalement ce qu'a dit Lucas. Il est en train de s'imposer comme vraiment un des tout meilleurs à son poste, donc il mérite d'apparaître dans le top 50 ou à proximité, on va dire. Et il lui manque peut-être encore 1-2 saisons, et dont une saison où il pourrait s'affirmer comme vraiment le tout meilleur et du coup passer encore un palier supplémentaire. Mais ça se justifie clairement qu'il soit dans ce top 50. Et donc, pour ces raisons-là, autour de la 40e place, ça me semble assez logique. Ouais. Il était à sa place pour 47% des auditeurs, 27% de surcoté, 24% de sous-estimés. Donc, voilà, on est plutôt équilibré. Et à sa place, Raphaël, qui est à sa place pour toi? Alors, je pense que je me suis un peu embrouillé dans mes notes, parce que je vois que je vous avais indiqué Tyrann Mathieu, alors que juste avant, je vous dis qu'il était plus haut. Ouais, qu'il était bien plus haut. Donc, voilà, donc je me suis un peu planté. Maintenant, je peux quand même en parler. Je peux comprendre que des gens le voient à cette position-là, parce que c'est un joueur très hybride au final, qui des fois est aligné plus comme une sorte de linebacker, qui des fois est aligné en cornerback, qui des fois est aligné en safety. Et c'est vrai que il a pas toujours été d'une régularité incroyable dans la ligue. C'est pas pour rien quand même que les Cardinals le lâchent et le laissent partir à Kansas City. C'est pas non plus quelque chose d'anodin. Et il passe même par les Texans. Il passe par les Texans. Il passe même par les Texans. Donc c'est vrai qu'il a eu des fois des phases irrégulières qui peuvent faire que certains le voient pas comme un des tout meilleurs à son poste. Et c'est vrai qu'il a pas toujours été irréprochable sur une saison entière. Donc, je peux comprendre je peux comprendre pourquoi il arrive à cette position-là. Après, moi, je le voyais un peu plus haut et c'est vrai que je comprends qu'il soit dans ce classement quoi qu'il arrive, parce que ça reste, on parlait de leadership, etc. Ça reste un joueur qui t'apporte un peu plus sur le terrain que ce qu'il ne produit. Donc bon. Tyrann Mathieu. Alors, j'étais en train d'essayer de retrouver le sondage. Tyrann Mathieu, il était plus haut. Hop là, bon, je vais vous retrouver ça petit à petit. En tout cas, pour moi, Tyrann Mathieu, là où je suis d'accord avec toi, Raph, c'est qu'il est à sa place parce que si on reprend le schéma qu'on utilise pour créer ce top 50, c'est-à-dire qu'on prend un joueur à une place pour 3 ans et on crée une équipe autour de ça, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse créer une défense autour de Tyrann Mathieu. Je le vois plus comme un joueur qui arrive dans une défense, qui est capable de rentrer dans n'importe quelle défense et de faire ce dont la défense a besoin. Si la défense a besoin un peu plus de couverture, c'est ce qu'il est capable de faire très bien. Un peu plus de pass rush, il est capable de le faire très bien. De plaquage, il est capable de faire tout très bien. Mais j'ai du mal à imaginer une défense construite autour de lui. Pour moi, c'est un joueur qu'on implante dans une défense et qui vient tout nous faire, ce dont on a besoin dans la saison, dans le match, dans le carton. Et c'est pour ça que c'est difficile à juger. Moi, je le trouve à sa place, ouais, en effet. C'est la super cerise sur le gâteau, en fait. Tyrann Mathieu, je trouve. C'est une belle cerise. Ouais. C'est une très belle cerise. Je rejoins ce que dit Lucas. Ouais. Il est à sa place pour 54,5% des lecteurs. Donc là, en l'occurrence, on tombe pile dedans. Moi, je vais finir avec Chase Young, que j'ai mentionné tout à l'heure. Seulement 7 sacs et demi, seulement 1 an dans la ligue. Mais il a un poste tellement important, il est tellement prometteur et en plus, on a tellement eu de pass rushers qui étaient survendus à la draft que quand il confirme quand même, parce qu'on le voit le potentiel pour le coup quand on le regarde jouer, je trouve que 45 c'est bien, parce que c'est déjà l'établir parmi la crème de la crème, mais pas trop haut. Donc c'est une belle place pour un joueur qui entame sa seconde année, très belle place, mais tu vois, si je dois monter une équipe et que j'arrive justement que j'ai déjà sélectionné 40 joueurs, je suis très content d'avoir Chase Young qui me tombe dessus à la 45e place pour ajouter un mec sur mon pass rush. Et pour moi, en fait, il est à sa place parce que c'est vraiment une sorte de... tu vois, il pose son premier repère là, sur le mur et puis il va grimper beaucoup plus haut les années après, quoi. Lucas, tu as l'air... ouais, moi je suis totalement d'accord et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il est à sa place cette année. En revanche, si je le retrouve à la même place l'année prochaine,
je serais plus surpris. Alors, soit surpris parce qu'il a fait une belle saison et il est sous-coté, soit surpris parce qu'il n'a pas développé le potentiel qu'il montre, parce que, comme tu dis, c'est sa première année. Il a montré déjà des choses incroyables. Et c'est vrai que s'il arrive à faire ça, il n'a pas forcément été épargné par les blessures, mais s'il arrive à faire ça sur toute une saison et sur plusieurs saisons, ça ne me choquerait pas qu'il soit top 15, allez, top 20. Ouais. Et c'est là où je reviens un petit peu sur ce que tu disais sur Joey Bosa. J'avais regardé quand on l'avait mis en 2019 et il est quasiment à la même place 2 ans plus tard. Pour un joueur comme ça, c'est vrai que ça devient inquiétant. Un Chase Young, dans 2 ans, il se doit normalement de rentrer dans le top 25. Allez. Raphaël, tu le vois sur le même angle? Ouais, oui, tout comme vous. Je l'avais 44e dans mon classement perso, donc dans ces eaux-là. Comme tu dis, que première saison, compliqué de le mettre bien plus haut, mais il a déjà montré beaucoup de choses sur le terrain, complet contre la course, contre la passe, vrai leader aussi. Donc, moi, c'est même pas surpris, c'est que si l'an prochain il est pas mieux classé, je serais déçu en fait. C'est même, ça serait de la déception, quoi. Ouais, c'était vraiment l'angle moi de mon truc, c'est que c'est ça, c'est la première pierre, quoi. Selon les lecteurs, ils sont plutôt d'accord aussi, sous-estimé à 26%, à sa place à 48% et seulement 24% qui trouvent surcoté. Donc on est quand même sur un des gros espoirs de la NFL avec Chase Young. On va terminer avec tous les autres, messieurs. Alors on a déjà dit un mot, du coup on en a traité 9, 10, 11, déjà quasiment 12 sur la vingtaine. On va dire un petit mot sur ceux qui restent. C'est l'occasion de réégrener le classement, donc de 31 à 50. Moi, je vais dire, vous me dites juste à sa place, surcoté ou sous-coté. Si vraiment vous voulez ajouter un truc, vous y allez. Donc, Jair Alexander est 31e, le cornerback des Packers. À sa place, surcoté, sous-coté. Lucas? Surcoté. Surcoté. Intéressant. Alors, vas-y, il nous faut un argument. Allez. Ouais, mais en fait, je vais tout simplement revenir à Stephon Gilmore. Et pour moi, pour l'année prochaine encore, je prends Stephon Gilmore devant Jair Alexander. Ce qui fait que du coup, Gilmore étant 2 places en dessous, je les aurais bien inversés les deux. Ouais, ça se défend. Ouais. Ça se défend. Raphaël, pour toi? Correct. Pour être transparent, je l'avais un petit peu plus haut dans ma liste, mais peut-être à mauvais, pas forcément le plus pertinent. Donc, je le trouve bien 30, ça correspond à peu près à son niveau dans l'échelle des cornerbacks. Bon. Je reste sur Raphaël qui va nous dire ce qu'il pense de Dalvin Cook, 32e, running back des Vikings. Écoute, c'est vrai que c'est un des running backs qui paraît le plus indispensable à son équipe. C'est vraiment une pierre angulaire. C'est vraiment une pierre angulaire. Lucas se moque en faisant un signe de rame. Lui, il faut lui reconnaître qu'il n'a pas une très bonne ligne offensive devant lui. En plus, donc je comprends que les gens du coup le veuillent dans ce classement parce qu'il semble pouvoir performer au-delà du matos qu'il a autour de lui. Donc ouais, non, mais à sa place, si on parle pas que d'une histoire de poste et de ce qu'on considère comme le poste en termes de talent pur en tant que joueur, oui, il a sa place, ouais. Lucas? À sa place aussi. À sa place. Tyrann Mathieu, 33, on a dit que donc c'était plutôt à sa place. Stephon Gilmore, 34, on a dit sous-côté. Darius Leonard, 35, on a dit sur-côté. Tredavious White, 36e, cornerback des Bills. À sa place pour moi. Raphaël? Ouais, je l'avais un tout petit peu plus haut, mais dans ces eaux-là aussi, ça me convient. Joey Bosa, 37e, on en a parlé. Mike Evans, 38e. Du coup, on en a parlé par ricochet de Mike Evans avec Julio Jones. Il est donc plutôt à sa place, non? A priori, 38e. Oui, pour moi, il est à sa place quand on sait les joueurs qu'il y a au-dessus. Raphaël? Oui, à sa place. Ouais. Julio Jones, 39, on en a débattu. Justin Simmons, 40, on a dit que c'était à sa place. Zach Martin, sous-côté pour Raphaël en 41e. Alvin Kamara, 42e, on en a parlé. Ça peut aller dans tous les sens. C'est un des joueurs débat. 43e, Chandler Jones, on l'a donné sous-côté. Jamal Adams, ça fait débat. C'était le sur-côté de Lucas. Chase Young, 45e, était sous-côté pour moi. Lavonte David, linebacker des Buccaneers. Donc ça, c'est sous-côté, si je comprends bien pour Raphaël. Ah, pour moi, oui, c'est sous-côté. Ça devrait être plus haut. Ça devrait être plus haut, mais c'est à l'image de sa carrière. Il a toujours été dans l'ombre de Bobby Wagner et de Luke Kuechly. Toujours un peu, c'était le 3e gros middle linebacker pour moi dans la ligue. Il est un peu en retrait des 2 autres. Bon, après... Indirectement, comme Mike Evans, c'est qu'il joue dans une équipe qui est complètement qui a mis du temps à attirer. Ouais, c'est vrai. C'est une équipe que personne ne regarde vraiment, à part pour rire des interceptions de Jameis Winston avant cette année. Il est où pour toi, Lavonte David? Je crois que c'était plutôt sous-côté pour toi aussi. Ouais,
pour moi, c'est sous-coté pareil parce que, comme vous dites, c'est pas forcément une équipe qu'on a regardée de manière très attentive. Et Lavonte David, c'est un joueur qui donne toute sa valeur si on est très attentif à sa performance et à ce qu'il fait et à ce qu'il empêche de faire l'équipe adverse. Et ensuite, quand on a commencé à regarder cette équipe, la défense était incroyable et donc du coup, il y avait des très bons joueurs partout. Et forcément, il n'a pas sauté aux yeux comme il devrait, mais pour moi, il est sous-coté. Ouais. Nick Chubb, 47e running back. Un des très bons. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui, même quand on parlait de running back, mais c'est aussi un des running backs. Il y en a très peu, on l'a dit dans le classement, mais qui sont. Il est vital pour son équipe, Nick Chubb. Donc, est-ce qu'il est à sa place? Je serais tenté de dire oui. Allez, Lucas. Pareil, j'ai hésité et j'hésite encore. Est-ce que je l'aurais mis un peu plus haut, peut-être? Plus bas, je pense pas. Plus haut, sachant les running backs que tu as cités, mais allez, je vais dire à sa place aussi. Raphaël. Non, à sa place, honnêtement, moi, j'étais content de le voir dans le top 50 parce que je trouve que ça fait partie des coureurs qu'on a mis un peu de temps à mettre en avant alors qu'ils commençaient à performer bien depuis 2-3 saisons. Donc, je suis assez content de le voir et qu'il explose en même temps qu'un peu toute cette équipe des Browns. Donc, ça me va. Corey Linsley, on n'en a pas parlé, 48e, le centre des Chargers, nouveau Chargers d'ailleurs, puisqu'il arrive des Packers. Un des rares centres de cette liste, mais les centres sont aussi importants. Est-il à sa place, Raphaël Corey Linsley? Je sais pas. Disons que là, on est tellement bas, entre parenthèses, dans le top 50 que tu peux être globalement à ta place. Il peut l'être. Je suis pas sûr que je l'aurai dans le top 50, mais bon. Lucas? En fait, je pense que ça revient à se demander la valeur qu'on donne à un centre, dans le sens où je pense que c'est le seul et unique centre qu'on a. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais un doute. Et il me semble, en tout cas, ça fait partie des meilleurs centres de la ligue. Probablement spoil pas, on en a peut-être un dans le top 10 à la surprise générale. Aïe. On a peut-être le deuxième. Je crois qu'on en a mis un deuxième. Grâce à nos amis qui adorent les lignes offensives, non, mais je le chante, mais c'est vrai que du coup, ça revient à se demander voilà, la valeur qu'on donne au centre, parce que c'est certainement le meilleur centre de la ligue, mais du coup, quelle valeur il a par rapport à un top 50 de tous les joueurs? Je vais dire à sa place, mais c'est vrai que ça ne m'aurait pas choqué de ne pas le voir. Pour continuer, ça ne m'aurait pas choqué de ne pas le voir et ça ne m'aurait pas choqué de voir un autre centre à sa place, comme un Rodney Hudson, no spoil, mais qui n'est pas dans le... Enfin, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur centre de la ligue et du coup, à ce titre-là, bon. Oui, il n'est pas totalement indiscutable, en effet. Ouais. Lamar Jackson, 49e, on en a parlé. Et puis Fred Warner, 50e, le linebacker des 49ers, qui est clairement sous-coté pour vos deux, si j'ai bien compris. Oui. Ouais, je l'aurais mis aussi un peu plus haut. Bien qu'il soit jeune et que je pense qu'il a encore le temps pour aller plus haut, mais il pouvait être un peu plus haut, clairement. Eh bien, c'est comme ça, messieurs, qu'on va boucler ce premier débrief du top 50 TDA. C'était l'épisode numéro 427 du podcast Jeune Actu. L'occasion d'ailleurs de remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee parce que vous êtes nombreux et ça fait longtemps que je n'ai pas fait les remerciements parce qu'il n'y a pas eu d'émission depuis longtemps. Donc, attention, je prends mon souffle. Attention. NGP-H/DL, Quentin, S Renault 89, ouais, Robocop CD65, Coro Coppels, Corentin, Robert, Tyfire, Marc Orfila, Eric Le Géant, France Max, Champio, Bruno Mourlon, Guillaume, Mavs 41, Gwendouille, Anthony, Ben, Fabrice, Jules Juste, Petrouan, Arnaud Doucet, Seb77 et Aquac 74. Des fois, c'est pas facile. Merci à vous énormément de nous soutenir. On l'a dit pendant toute la saison d'ailleurs, les dons Tipeee ils allaient servir notamment à financer une nouvelle version du site. Et je peux vous dire qu'elle est en cours et que ça se passe très très bien et que vous aurez ça normalement pour la rentrée. Quand je dis la rentrée, c'est en cours de pré-saison. Normalement, on devrait mettre ça pour la rodée pendant la pré-saison également. Merci beaucoup Lucas, merci beaucoup Raphaël. Un plaisir. De même. On l'a dit, Lucas, vous le retrouverez au fil de la saison à venir. Vous allez aussi entendre Victor Roulier, que vous avez déjà entendu pendant la draft, notamment, qui va nous rejoindre aussi. D'ailleurs, Victor, il sera sur le prochain débrief. On vous l'a dit, il y aura un débrief qui arrive pour les places 30 à 11 et puis le débrief du top 10. À chaque fois, c'est juste après la publication. Là, vous voyez la 31e qui a été publiée. Vous allez écouter l'émission vendredi, a priori. Et puis, ainsi de suite pour les publications. Donc, ça veut dire que vous aurez même un podcast au mois de juillet sur le top 10. Je crois que c'est la première année où il y aura eu des podcasts TDA tous les mois de l'année. Parce que, du coup, on en a eu en mai pour la draft.
On en a eu en juin là pour le débrief. On va en avoir en juillet pour le débrief et ça reprendra en août. Donc, c'est incroyable. Vous aurez une année avec des podcasts tous les mois. Raphaël, toi qui as connu les débuts, tu te rappelles quand on prenait des pauses de 6 mois? Ouais, c'était effectivement, je m'en souviens, donc c'est assez extraordinaire. Et... On se retrouvait. Merci grâce aux tipeurs, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on se lance dans cette aventure encore plus longue et intense. Ah bah ouais, complètement. Mais c'est vrai que quand j'y repense, tu vois, on se quittait en février, puis on se revoyait en août. Comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et puis là, non, on se lâche plus. On fait des émissions tous les mois. C'est incroyable. Et puis encore une fois, tu l'as dit, merci aux tipeurs. Pour nous suivre, @TouchdownActu, sur Twitter et Facebook. @TDActu, sur Twitter et Facebook. @TouchdownActu sur Instagram. @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter. @LucasVDG pour toi, Non. Lucas? Non. Ça, c'est Raoul. Non, c'est Raoul VDG. C'est Lucas Vola. On ne fait plus qu'un. Non, voilà. @Elvola. @Elvola, je suis désolé. Je mélange maintenant tout le monde, mais comme vous faites l'émission micro-ondes ensemble en plus, tu vois, j'ai compressé. Je te rassure, Raoul se trompe tout le temps aussi. Bon, voilà. On vous retrouve tous les deux d'ailleurs dans micro-ondes parce que ça aussi, ça continue jusqu'à la fin de Top Chef. Donc, Top Chef ne sera pas fini quand on publie cette émission-là. Si vous avez digéré tous les flashbacks des demi-finales de Top Chef, sachez qu'il y a une finale après. Donc, avec peut-être moins de flashbacks et plus de cuisine. On en discutait hors antenne avec Lucas tout à l'heure. En tout cas, excellente émission Micro-ondes. Si vous aimez Top Chef, écoutez Micro-ondes. L'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On vous dit donc à très bientôt pour une prochaine émission débrief. Ciao, ciao! Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.